Amis internautes, bonjour et bonne année. Alors notre émission a pour titre aujourd'hui « Les Italiens dans l'Est parisien, une histoire d'intégration 1880-1960 ». C'est aussi le titre d'une thèse qui a été publiée par l'École française de Rome et dont nous avons la chance d'avoir aujourd'hui l'auteur sur le plateau, Marie-Claude Blanche-Aléard. Bonjour Marie-Claude Blanche-Aléard. Bonjour. Et nous avons aussi aujourd'hui Claude Pentier, puisque c'est la première émission de l'année. Nous sommes tous les deux ensemble. Avez-vous remarqué, Bernard Bessa, que pour l'occasion, j'ai mis le costume, la cravate, parce que l'élégance italienne, qui s'impose sur les photos que nous verrons tout à l'heure, m'a semblé devoir être saluée par une tenue vestimentaire adéquate. C'est bien, Claude Pentier, c'est très 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 bien. Alors, bon, le sujet de l'immigration est un sujet qui reste délicat et brûlant. En effet, France Terre d'Asile est un mythe qui s'est arrêté il y a quelques dizaines d'années maintenant, puisque en principe l'immigration est complètement interdite en France depuis quelques dizaines d'années. Mais on apprend aujourd'hui, par exemple, dans un journal qui s'appelle Marianne, que le MEDEF exige de la chair fraîche. Alors si on ouvre la revue, on peut lire aussi que l'organisation patronale préconise le recours à une nouvelle immigration avec pour objectif sous-jacent de disposer d'une main-d'œuvre bon marché et d'éviter les dérives entre guillemets salariales. Alors on sait qu'il y a aujourd'hui encore plusieurs centaines de milliers d'immigrés sans papier en France qui sont déclarés mais qui ne sont toujours pas régularisés. On apprend dans le Canard enchaîné de la semaine dernière qu'il y a un rapport de Louis Mermaz sur ce que l'on peut appeler les centres de rétention. Tous les demandeurs d'asile, il y en a à peu près 7000, il y en avait 7000 l'année dernière, et dont plusieurs sont encore dans les centres de rétention, pour laquelle d'ailleurs la France a été condamnée par l'Europe. Et donc, Marie-Claude Blanche-Aléard, cette politique française de l'immigration, les Italiens pendant un siècle l'ont aussi subie. Alors, pendant un siècle, vous avez raison, et c'est assez intéressant de prendre cet exemple des Italiens parce que avant les grandes migrations des années 50 et 60, ça a été l'immigration la plus longue, la plus durable et la plus importante. Et c'est intéressant à de nombreux points de vue parce qu'il y a beaucoup de récurrences par rapport à l'époque actuelle, mais il y a aussi de nombreuses différences. Par exemple, vous parlez de politique de l'immigration, vous parlez du MEDEF qui demande de la chair fraîche. En fait, tout ça se réfère à une immigration dirigée, contrôlée, qui n'est pas du tout le mode de migration dans lequel les Italiens sont venus en France. On est au contraire, dans les débuts, dans une sorte d'osmose avec un passé qui est un passé de traversée des frontières, de migration au long cours, de migration temporaire de gens qui habitent les montagnes et qui ont besoin de ressources complémentaires. Et donc, il y a toute cette tradition que l'on retrouve très très bien chez les Italiens de l'Est parisien, parce que par exemple dans le faubourg Saint-Antoine, dans un certain nombre d'hôtels où je rencontre des Italiens journaliers dans les années 1880, eh bien ces hôtels ont été fréquentés par des enfants musiciens italiens, un peu comme l'enfant de sans famille, qui était dirigé par des padroni et qui en fait se réfère à un type d'immigration qui est totalement spontanée. Et cette immigration spontanée a vu se superposer progressivement une immigration dirigée. Alors là, c'est surtout dans l'Est de la France, avec en particulier les mines, le comité des forges, etc., qui ont commencé à faire venir des migrants et plus particulièrement des Italiens, et ensuite s'est superposée une politique de l'immigration. Mais les Italiens ont connu tous ces stades. Et dans le dernier stade, c'est-à-dire celui où il existe un office national de l'immigration, l'ONI, après 1945, eh bien les premiers à venir, les plus nombreux encadrés par l'ONI, ce sont justement les Italiens. Donc ils ont vraiment connu tous les stades, et moi je les
les ai rencontrés dans l'espace parisien, dans tous ces résultats. Deuxième différence, vous dites l'immigration est totalement interdite depuis 1974. Ce n'est pas exact puisque, après moult difficultés, il y a l'autorisation du regroupement familial, un regroupement familial qui a connu un élargissement progressif des possibilités pour répondre à ce qui est une nécessité humaine, c'est-à-dire le droit des familles. Mais il faut bien voir que quand il y a eu la crise des années 30, on en reparlera peut-être en l'entre-deux-guerres, et bien là, pas d'immigration familiale, retour des gens, alors retour soit autoritaire quand il s'agit des Polonais qu'on renvoie par train, mais retour beaucoup plus discret d'une grande quantité d'immigrés qui ne retrouvent pas de travail, et les familles retournent en Italie parce qu'il y a beaucoup d'Italiens dans le tas, et quelquefois même avec des enfants qui sont nés en France et qui sont donc potentiellement français. Donc, et on voit par rapport à ce qui s'est passé dans la période récente depuis 1974, au lieu de voir la proportion de femmes et d'enfants augmenter, eh bien, bon, on voit les enfants, on ne les voit pas de toute façon puisqu'ils sont dans les statistiques en tant que français, mais la proportion de femmes diminue parce qu'elles s'en vont avec les hommes. Et donc, il y a des variantes et les Italiens ont connu une trajectoire qui leur était propre dans toute cette longue histoire de l'immigration en France. Alors, arrivons-en au début donc, de votre livre, de votre thèse, puisque c'est une thèse. Peut-être que Claude Pentier a une question à vous poser sur justement l'origine Ces Italiens, vous les observez dans l'espace parisien, mais dans un espace est parisien, vous faites un choix de 2 quartiers et de 2 villes de banlieue. Les cartes indiquent très vite vos raisons, mais ces villes aussi nous disent autre chose dans la connaissance littéraire. Cavana, avec Nogent-sur-Marne par exemple, a fait parler beaucoup de cette ville. Est-ce que le choix a été fait par rapport à des réalités démographiques ou aussi par rapport à l'existence d'archives ou l'existence d'une mémoire italienne? Alors, la raison du choix fut purement scientifique. En fait, dans le cadre du Centre d'études de l'émigration italienne dans lequel j'ai commencé à travailler sous la direction de Pierre Milza, il y avait un colloque organisé sur la question de l'intégration des Italiens dans plusieurs régions de France où ils avaient été nombreux. Et donc, moi, je me suis vue attribuer, parce que je n'ai pas fait ce choix, la région parisienne. Et alors, comme avant moi, Laurent Couder avait fait une thèse sur les Italiens à Paris dans l'entre-deux-guerres, je me suis servi de son travail pour voir où étaient les Italiens dans l'espace parisien dans l'entre-deux-guerres. Et là, j'ai vu que un des centres, un des pôles, c'était l'ensemble de l'Est, pas très étonnant d'ailleurs puisque la gare de Lyon par laquelle arrivent les Italiens se trouve justement dans le sud-est de la capitale. Et donc, à la fois en valeur absolue et en pourcentage, des quartiers de Paris autour du faubourg Saint-Antoine, Charonne dans le 20e et Sainte-Marguerite dans le 11e, et puis des communes de banlieue, dont Nogent-sur-Marne et Montreuil, se sont imposés à moi parce que j'avais envie d'étudier non pas une seule commune ou un seul quartier, mais un véritable ensemble. Et dans cet ensemble s'est trouvé Nogent-sur-Marne. Et je me suis aperçue après, même si j'avais lu le livre de Cavana, ce n'est pas ce qui a guidé mon choix. Et j'ai pris conscience ensuite que le livre de Cavana n'était pas un hasard. Parce que cette ville de Nogent-sur-Marne abritait une colonie italienne qui, si elle n'est pas la seule colonie italienne très concentrée de la région parisienne, fait quand même figure d'exception. Exception par la durée, par la précocité de l'installation de cette colonie dès les années 1870 et aussi par l'organisation et le rayonnement d'un territoire qui a joué un rôle très très important dans tout l'espace parisien. Et finalement, Nogent a produit toute une population italo-parisienne dont Cavana est certainement le plus célèbre. On va peut-être regarder quelques images justement que vous nous avez apportées de Nogent-sur-Marne. Alors une des premières photos qu'on voit là, c'est la grande rue de Nogent. Donc c'est une image d'époque.
Oui, alors c'est une image qui date d'avant 1914. La grande rue de Nogent, Nogent est une petite commune et elle est organisée, cette commune est organisée, on va dire, autour de deux axes. Le premier axe, c'est la Marne, avec ses bords de Marne, ses guinguettes qui attirent les Parisiens le dimanche. Et le deuxième axe, c'est la rue principale, qu'on appelle la Grande Rue, qui est aujourd'hui la rue Charles de Gaulle. Et cette grande rue, c'est là où se trouvent tous les commerces, où se trouvent les bâtiments publics, le commissariat, où se trouve l'église, la mairie, etc. Et cette grande rue est bordée de toute une série de petites rues et impasses adjacentes. Et c'est dans ces rues et impasses adjacentes que vont s'installer en priorité les Italiens, tout en débordant bien sûr sur l'espace de la grande rue. Alors on va voir d'ailleurs une boutique. La prochaine photo, c'est une boutique Corbellini de produits italiens. Donc déjà, ils ouvrent des boutiques. Alors déjà oui, il faut voir que cette boutique s'ouvre au début du siècle. Les Italiens ont commencé à venir nombreux dès 1870 au lendemain de la guerre et ils ont probablement été aussi nombreux pour permettre la reconstruction du viaduc qui avait été détruit pendant la guerre de 1870-71. Donc ils viennent en petite colonie, surtout des hommes, mais entre 1871 et 1900, eh bien, cette colonie s'étoffe et se met à construire un véritable territoire avec un certain nombre de marqueurs dont les boutiques produits d'Italie sont bien sûr des représentants bien connus. Et alors là, on a cette boutique Corbellini qui est une des premières et qui s'installe en fait dans la grande rue que j'évoque tout à l'heure, ce qui montre bien dès le départ, en dépit d'une ségrégation qui est réelle entre les impasses et la grande rue, malgré tout un certain mélange des espaces. Alors, il y a un mariage ensuite, un mariage italien. Nous allons en voir la photo d'ailleurs, avec accordéon. Alors, il y a plusieurs mariages. La musique et l'élégance, oui. là. Alors, il y a plusieurs choses à propos de ce mariage. D'abord, il faut voir que cette colonie italienne de Nogent, elle est un des pôles d'un territoire qui est double, et de l'autre pôle se trouve en Italie, dans le Val-Nour, qui est une haute vallée de l'Apennin au sud de la ville de Piacenza. Et il y a des va-et-vient permanents. En général, les mariages se font en Italie, dans le coin de départ. Et là, le fait qu'on ait un mariage qui se situe à Nogent même, la photo est prise chez un photographe de Nogent, montre qu'on a déjà une colonie bien installée, avec toute une famille qui est là, avec des gens qui vont se marier là, et donc petit à petit un certain nombre vont élever les enfants sur place, alors que dans les premiers temps les enfants sont plutôt élevés en Italie. La deuxième chose, c'est qu'effectivement on adopte, alors évidemment les Italiens, Claude le disait, ont un souci d'élégance pour les dimanches et les fêtes qui est extrêmement sensible sur toutes les photographies et qui est très remarqué à l'époque, mais en même temps le mariage montre aussi qu'on adopte beaucoup les modes locales et que finalement l'élégance, elle s'inscrit dans une volonté de faire chic à la nogentaise en quelque sorte. Alors les Italiens s'amusent, c'est même eux, vous dites, qui créent un peu le bal musette, si on peut dire, mais ils travaillent et ils fabriquent notamment beaucoup de pavillons et ils sont dans la construction, dans le bâtiment. On va voir une photo justement d'un des pavillons de Nogent, le pavillon Duzio. Alors, et là, ce pavillon, c'est la maison, le domicile de ce Duzio, qui est un des premiers entrepreneurs importants à Nogent, qui cotise à la caisse des écoles, etc. Parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que les Italiens arrivent à Nogent dans la deuxième moitié du 19e siècle, à un moment où Nogent est encore quasiment un village. Et les Italiens qui sont encore aujourd'hui à Nogent, ou les gens d'origine italienne, sont parmi les plus vieux Nogentais, parce que c'est une commune qui a beaucoup grandi par immigration, mais de Parisiens ou de l'extérieur de province. Et donc, cette commune qui grandit a besoin de construire.
Et les Italiens vont se trouver là pour faire la main-d'œuvre bon marché, les maçons, mais petit à petit, ces maçons, parce que le bâtiment est un métier où on peut facilement se mettre à son compte en commençant comme tâcheron, il y a divers stades, hein, c'est une activité économique qui joue un rôle très important pour l'intégration professionnelle. Et donc on a énormément d'Italiens qui vont se spécialiser dans ce métier de rebut qu'est le bâtiment et fonder des petites entreprises. Et dans l'entre-deux-guerres, les entrepreneurs italiens ont vraiment pignon sur rue. Et dès avant la Première Guerre mondiale, dans les... comment, je ne trouve pas le mot, syndicat d'entrepreneurs oui. du bâtiment, eh bien on trouve des Italiens. Alors là, nous allons arriver à la période de l'entre-deux-guerres, c'est-à-dire 1919. Les Italiens sont le groupe d'immigrés le plus important en France, vous nous dites. Ils faisaient peur un petit peu avant la guerre parce qu'il y avait des anarchistes. Il y avait notamment Cipriani qui avait été un lieutenant de Garibaldi. On sait que Caserio avait assassiné le président Sadi Carnot en France. Et puis arrivent en 1920 les antifascistes et puis aussi d'autres anarchistes, notamment Camille Auberneri qui est assez connu. Alors, tous ces gens qui sont politisés s'installent à Nogent, s'installent à Montreuil, s'installent à Paris. Oui, alors il faut bien voir qu'avant la Première Guerre mondiale, la peur anti-italienne c'est effectivement lié à toute la frayeur qui est provoquée par le climat des attentats anarchistes, mais c'est aussi parce que les Italiens, c'est les va-nu-pieds, c'est ceux qui sont tout en bas de l'échelle sociale, qui vivent au milieu de la saleté, du grouillement, tout ce que l'on reproche aux immigrés qui sont toujours les derniers venus. Et bon. Mais dans l'entre-deux-guerres, l'émigration qui demeure très majoritairement une émigration économique est infiltrée, on peut dire cela, à ce mélange à l'émigration antifasciste. Les antifascistes ont des réseaux qui déjà sont construits, et puis d'autres peuvent s'en construire, puisque maintenant il y a des contrats, hein, ça n'existait pas avant-guerre, mais après la Première Guerre mondiale, il y a des contrats, on peut en obtenir, et donc on a tout un mélange. Et dans ce mélange, eh bien, il y a à la fois une diffusion dans l'ensemble de l'espace économique où se trouvent les Italiens, mais il y a aussi des points de concentration où va se faire une différenciation entre des territoires plus antifascistes et des territoires au contraire où l'émigration va être plus économique. Alors là, Nogent se distingue nettement comme étant un territoire d'immigration économique où on n'aime pas les antifascistes. Par contre, à Montreuil, qui sont beaucoup en revanche, là où les antifascistes sont comme un poisson dans l'eau, pour reprendre une vieille expression, eh bien, c'est davantage dans le faubourg Saint-Antoine à Paris. Hein, mais à Montreuil, c'est plus compliqué, parce que Montreuil est une commune avec un espace communal très important, non encore totalement urbanisé, et des noyaux très séparés les uns des autres. Et parmi ces noyaux, effectivement, il y en a qui sont de véritables colonies antifascistes, et alors du coup, bien, on fait venir les amis, on les protège, etc. Et on a ainsi... en plusieurs points de l'espace italien à Montreuil, une concentration d'antifascistes de tous bords, les plus nombreux venant quand même plutôt de la région de Parme, mais enfin il y en a aussi qui viennent d'autres coins d'Italie. On va en voir quelques-uns, oui. On va voir quelques ouvriers du bâtiment, justement. Nous avons une photo, vous nous avez apporté une photo de Montreuil. Voilà les ouvriers du bâtiment. Oui, alors là, la photographie se réfère en fait à la période d'après 1945. Hein. Ce n'est pas la période d'entre-deux-guerres. Et tous les ouvriers ici sont des plâtriers, le plâtre étant devenu une spécialité italienne à ce moment-là. Il faut dire que les ouvriers de Montreuil de l'entre-deux-guerres avaient une allure beaucoup plus misérable que celle-là. Tous ne travaillaient d'ailleurs pas dans le bâtiment. Le bâtiment est devenu une spécialité progressivement, hein, mais il y en a beaucoup qui travaillaient dans les usines de Montreuil, il y en a d'autres qui travaillaient dans les briqueteries, il y en a qui étaient chiffonniers, etc. On avait vraiment une très très grande variété de professions. Alors il y a aussi une photo, excusez-moi d'accélérer un petit peu là, parce que j'aimerais qu'on arrive un peu à la période aussi plus récente. Il y a une goguette communiste chez Marcel à Montreuil. Là on voit carrément qu'il lève le poing.
Très bien, oui. Ils sont vraiment engagés, là, les Italiens. Alors dites-nous peut-être ce qu'est une goguette. Oui, il faut savoir que Montreuil est, donc, comme je le disais, une commune en train de s'urbaniser pendant l'entre-deux-guerres et en particulier sur le plateau, le haut plateau de Montreuil, et c'est dans cette partie au nord-est de la commune qu'a été prise la photographie, on a des lotissements qui sont dans un état d'abandon avec la boue, etc. Tout ce qui a été raconté très bien par Annie Fourcault sur les lotissements. Et dans ces lotissements, c'est là que s'organise en quelque sorte la lutte pour ce qui va être la conquête de la municipalité communiste en 1935. Et cette lutte, elle se fait par organisation de petites fêtes qu'on appelle des goguettes. Et en même temps, ces goguettes sont à la fois des lieux de combat, des lieux de diffusion du communisme, et puis des lieux de fête. Et alors évidemment, quand on est dans la période 1935-1936, grande période active du point de vue des milieux ouvriers et communistes, eh bien on a de très nombreux Italiens qui se trouvent intégrés à cette histoire-là, qui est à la fois l'histoire des Montreuillois et l'histoire des Italiens, lesquels Italiens bénéficiant bien entendu de leurs antécédents antifascistes qui sont, une fois que la commune est devenue communiste, très fortement montés en épingle. Il y avait... Mais pour autant, le fascisme n'est pas sans influence en région parisienne. Il a des relais par l'ambassade, par l'action sociale. Est-ce que ces relais vont jusque dans ces communes que vous observez? Ah, bien sûr, Oui. bien sûr, parce que, là encore, je citais Annie Fourcault tout à l'heure, à Bobigny, il y a, les Italiens sont regardés comme des fascistes, il y a des maisons d'Italie qui sont installées dans des communes comme Romainville, etc., et qui donnent en fait des lieux à des rixes, parce que entre fascistes et antifascistes, les combats sont très important. Et il faut bien voir que ce qu'a en partie réussi à faire le fascisme, c'est ce qui n'existait pas auparavant, en particulier en région parisienne, c'est-à-dire la création d'une colonie. En fait, avant, les Italiens viennent chacun de leur région, s'organisent dans leurs petits groupes, en leur petite communauté, et n'ont pas une idée globale de l'Italie. Mussolini essaie de faire fonctionner l'italianité. Alors, il essaie d'abord politiquement, mais ça ne marche pas bien. Là où ça commence à marcher, c'est quand il fait fonctionner les choses du point de vue social. C'est-à-dire qu'il propose aux Italiens de donner des cadeaux aux enfants au moment de la fête de Noël, où il crée une véritable fête qui s'appelle la fête de la Befana, qui est en quelque sorte le Noël de Mussolini, où il invite les mères italiennes à aller accoucher gratuitement en Italie, où il crée des colonies de vacances pour les jeunes Italiens, où il y a des groupes de sport, etc. Et donc là, il y a parmi les plus pauvres des Italiens, et on en a des exemples à nos gens, une véritable influence de cette propagande fasciste. Donc l'entrée en politique des Italiens, notamment à gauche, elle est plutôt après 1945, et je crois que vous êtes d'ailleurs en train d'essayer de l'observer par l'entrée des conseillers municipaux d'origine italienne dans les municipalités de gauche. Ça commence vraiment tout de suite en 1945 ou c'est un mouvement progressif, cette entrée en politique? Encore une fois, je suis obligée de revenir un petit peu en arrière. Non, les Italiens font figure d'immigrés très politisés dans l'entre-deux-guerres. Et ils ont même, pendant une période où, après 1919 en France, disons que la combativité politique est plutôt atténuée en région parisienne, eh bien, ce sont les Italiens qui tiennent le flambeau. Et c'est eux que l'on prend comme modèle. Ensuite, après 1945, là, on assiste à autre chose. Les Italiens qui viennent et qui sont introduits par l'ONI, dans un premier temps, jusqu'en 1947, sont politisés parce qu'il y a des accords entre la CGT, la CGL, etc. Mais ça, après le coup d'arrêt de 48-50, c'est terminé. Ils sont éliminés après les grèves de 48 auxquelles ont participé justement des Italiens. Et on ne trouve plus de politisation parmi les immigrés qui viennent d'Italie. En revanche, les enfants
c'est-à-dire la deuxième génération, qui pour un certain nombre d'entre eux ont participé à la résistance, vont jouer un rôle qui reste discret parce que le Parti communiste ne met pas en avant les origines étrangères des gens, enfin des Français qu'il met sur ses listes. Mais il y a effectivement, à partir du moment où en banlieue parisienne, le communisme joue un rôle important, ils ont besoin de monde sur leur liste. Et là, on va très souvent trouver des enfants d'Italiens qui effectivement ont une tradition de gauche. Alors, de par leurs parents antifascistes. Marie-Claude Blanchaléard, on vous écouterait des heures parler des Italiens. On doit renvoyer bien sûr à la lecture du livre que l'on trouve dans une librairie à Paris qui s'appelle la librairie de Bocard en face du Jardin du Luxembourg. C'est un livre qui a plus de 700 pages mais qui se lit très très bien. Beaucoup d'histoires, beaucoup de références à des choses qu'on connaît. Alors, merci d'être venu sur ce plateau. Merci Claude, merci Philippe et Emmanuel. Ciao, ciao les internautes.